Bon, vous êtes prêts? C'est la dernière de la soirée, donc ça va, on va essayer de ne pas être trop long pour qu'on puisse tous aller prendre l'apéro ensemble après. Moi, enchantée, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Carla, Carlita Crypto sur les réseaux. Et aujourd'hui, je modère un panel, une conférence sur le marketing d'influence en contexte Web3. On a de super invités, donc je vais les laisser se présenter un par un. Merci Carla. Je m'appelle Maxime Baron, je suis le CEO et cofondateur d'une entreprise qui s'appelle H Consulting. On accompagne les entreprises Web3 et Web2 sur tous leurs sujets de communication, sur différentes typologies de missions. Voilà. Bonsoir à tous, Quentin Herbrecht, le fondateur et CEO de Markchain, qui est une agence de communication et marketing francophone également. Donc on accompagne les sociétés qui sont issues du Web3 ou du Web2 à se faire connaître de la communauté Web3 via différents types de services et de conseils. Salut, moi je m'appelle Benjamin Cohen, je suis le fondateur et CEO du Crypto Daily, un média d'actualité et de divertissement. Et on fait différentes offres un peu partout, des newsletters, des podcasts, et voilà. Du coup, CryptoPixou, trader, investisseur, cofondateur de Coin Academy et CEO. Trop cool, mais merci. Donc, on va essayer d'être rapide pour après prendre le plus de questions possible et avoir le plus d'interactions possible avec vous, parce que je sais que c'est un débat qui fait beaucoup parler. La première question, elle est assez classique, donc on va vite passer, peut-être si vous voulez répondre. C'est quoi le marketing d'influence? Pour ceux qui ne savent pas, peut-être. Ouais, question très large. Le marketing d'influence, littéralement, c'est le fait de passer par des influenceurs ou des créateurs, créatrices de contenu pour faire de la communication. Pour faire très simple. Après, le débat est plutôt, à mon sens, autour de la définition de l'influenceur ou de l'influenceuse. Mais voilà, la définition littérale, c'est ça. Ça répond à ta question entièrement, ou si quelqu'un d'autre veut répondre. Mais... Je pense que ça répond bien à la question. Mais du coup, on va rebondir. C'est quoi un bon influenceur? Peut-être, Quentin, tu veux commencer, si tu as un avis? Ouais, alors peut-être qu'est-ce qu'un influenceur vraiment en 30 secondes. C'est vrai qu'il y a une nouvelle loi qui est passée l'année dernière. Et aujourd'hui, un influenceur, c'est tout le monde. C'est à partir du moment où on est rémunéré ou qu'on détient un avantage en nature pour parler de quoi que ce soit, que vous ayez 1, 2, 10 followers, vous êtes considéré comme un influenceur. Donc je pense que c'est important de le mentionner. Qu'est-ce qu'un bon influenceur? Ça, je pense que ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend d'une campagne, des clients, du ROI. Alors nous, en tant qu'agence, notre objectif, c'est que nos clients soient contents, que ça déclenche soit de la vente, soit du trafic, selon un différent objectif. Donc voilà, il faut que le client soit content de la campagne avec cet influenceur. Qu'est-ce qu'un bon influenceur avec sa communauté? Ça, du coup, c'est une autre question. Je vais peut-être vous laisser la parole. C'est une très bonne question. Effectivement, alors, on a des influenceurs qui ont eu des problèmes, ça arrive assez souvent. Un influenceur et sa communauté, c'est censé être un lien quasi sacré, en fait. La communauté, c'est des gens qui croient en cet influenceur, qui ont confiance en lui, qui vont vraiment se dire ah ok, j'aime son boulot, j'aime ce qu'il fait, j'aime la manière dont il le fait, j'aime comment il est transparent, etc. Donc le lien vraiment entre les deux est très serré, presque intime, on pourrait dire. Et on a pu voir que quand il y a des influenceurs qui font pas des bêtises, mais qui vont qui vont être un peu moins propres ou moins clean, tout de suite, la communauté, elle va être... Ok, merci. La soirée, vas-y, les a pas entendus. branche la musique direct dessus, hein, t'inquiète. On a pu avoir effectivement d'une communauté qui s'est sentie trahie, qui s'est sentie arnaquée, qui s'est sentie escroquée. Et on est en plein milieu d'un débat, et c'est bien parce que voilà, on est le 27 janvier et on est vraiment en plein dedans au moment où on en parle. On parle souvent d'influenceurs. Moi, je préfère le terme créateur de contenu. Influenceur, ça fait vraiment commercial, relation avec l'agence marketing et la marque. Et je pense qu'un bon créateur de contenu, c'est quelqu'un qui a de la valeur ajoutée, qui fait quelque chose pas forcément... quelque chose qui est assez différent de ce que les autres font, qui a un caractère pour moi qui est unique et qui a des compétences tout simplement dans son industrie, dans son cercle d'exercice, etc. Après, un bon influenceur, pour moi, c'est pas forcément un bon créateur de contenu, mais c'est au moins quelqu'un qui est honnête dans sa manière de mettre en avant ses partenariats. Et au-delà d'être honnête, c'est, je dirais même, totalement transparent, parce qu'aujourd'hui, on nous parle de transparence, mais c'est plutôt opaque que vraiment transparent. Ok, c'est intéressant. Et niveau agence, comment ça se passe? Est-ce que c'est...
enfin vous, quand vous sélectionnez, enfin quand vous bossez avec des projets, vous allez sélectionner des influenceurs ou des créateurs de contenu qui sont plus pertinents que d'autres parce que vous les considérez comme meilleurs, comme bons créateurs, avec des gens qui font plus de disclaimers. Comment est-ce que vous faites tout ça ? Alors, première chose, j'ai déjà envie de dire, avant de sélectionner les créateurs ou créatrices qui vont faire de la communication pour un produit, enfin, avant de filtrer les créateurs ou créatrices, il faut déjà filtrer les clients. Ça, c'est le premier sujet, parce qu'on est dans une industrie, à partir d'un principe de base, la blockchain est un outil, donc on peut en faire ce qu'on veut. On peut en faire des choses très très bien, on peut en faire des choses extrêmement mauvaises. Le premier job de l'agence, c'est de faire en sorte que les marques et les entreprises qui ont accès à cette parole, qui ont accès à cette amplification, ont quelque chose qui apporte de la valeur au marché. Ça, c'est le premier constat. Ensuite, pour répondre à ta question, la deuxième chose à voir, c'est quel est l'objectif de la marque. Une fois qu'il y a eu due diligence, etc., à partir du moment où il y a une définition de la stratégie, c'est OK. Quel est ton objectif ? Est-ce que c'est de la visibilité ? Est-ce que c'est de la transformation ? Déjà, tu as deux grandes familles, on va dire. Et ensuite, tu as aussi le sujet de l'image de marque versus, enfin, plus ou moins parallèle avec l'image du créateur ou de la créatrice. Si c'est une image qui colle et que c'est quelqu'un ou c'est une personne qui crée du contenu qui va dans le sens de ce que le client cherche, là il y a un match. En fait, c'est un peu ironique parce qu'on est dans le monde de la blockchain et du Web 3 qui est quand même censé représenter la désintermédiation, mais on est un intermédiaire qui est là pour marier entre guillemets les marques avec les créateurs et faciliter leur approche, faciliter leur communication. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je souhaitais quand même mettre ce petit disclaimer marque avant de parler des créateurs ou créatrices. Ok, Quentin, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, tout à fait. Je rebondis sur ce que tu disais. Nous, l'agence, je pense qu'on a vraiment cette obligation et ce devoir de faire un premier filtre entre la sélection des projets avec lesquels on va travailler, que ce soit du Web 3, encore plus en Web 3, mais également en Web 2. Cette loi influenceur, elle ne vient pas de nulle part. Il y a eu des dérivés avec les influenceurs de Dubaï et compagnie, qu'on connaît un peu tous, qu'on fait la promotion de produits de dropshipping, parfois de scam, etc. C'est d'autant plus important pour nous en crypto, vu qu'on est dans un secteur où il y a, on va le dire, de tout et n'importe quoi également. Nous, comment on répond et on sélectionne le bon influenceur ? Très souvent, quand on discute avec des créateurs de contenu plutôt, on leur dit en fait, on sait plus qu'eux-mêmes ce qu'ils vont rapporter à une marque. C'est-à-dire que notre rôle, nous, on va tout traquer, tout analyser de A à Z. Donc notre rôle, c'est en effet de recommander les bons profils à ce client. On pense qu'il va répondre à son besoin de transfo, de visibilité. On peut lui dire, voilà, sur une campagne similaire, un projet similaire, il a ramené tant, on traque via des liens, via différents outils. Notre objectif, voilà, c'est de se dire, normalement, tu ne vas pas te tromper avec cette personne, il est censé atteindre ton résultat. Ça, c'est vraiment notre première préoccupation. Bien évidemment, après, on fait gaffe. C'est-à-dire, si c'est quelqu'un qui est dans l'illégalité, qui ne fait pas de disclaimer, qui entube sa communauté, forcément qu'on ne va pas le recommander aux clients, évidemment. Et du coup, je me tourne vers Benjamin et Léo. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être à l'agence qui va proposer une promotion, par exemple, de dire, voilà, faut bien faire un disclaimer, il faut bien avoir ce discours, orienter ce discours, ou que c'est de la responsabilité de l'influenceur ? Je pense que ça va dépendre aussi des contraintes légales que l'agence a, pour le coup, parce qu'eux-mêmes ont des obligations légales, et le fait de travailler avec des personnes qui ne respectent pas la loi, ou en tout cas qui cachent, par exemple, que c'est une promotion, ça peut leur causer des torts. Donc je pense que c'est à eux, évidemment, de faire le minimum légal à ce niveau-là. Après, je pense que dans tous les cas, ils vont éviter de travailler avec des personnes qui sont malhonnêtes et qui ne sont pas transparentes. En fait, ce filtre, il se fait, pour moi, plus ou moins automatiquement. Après, il y a des gens qui sont plus ou moins regardants à ce niveau-là. Mais je pense qu'il y a à la fois l'obligation donc, de l'influenceur de le faire pour au moins respecter un minimum l'agence. Et puis derrière, je pense qu'il y a juste des agences qui ne travaillent pas avec des personnes qui ne sont pas transparentes. Donc en fait, le disclaimer, il se fait un peu par ces deux prismes-là. Juste je me permets de réagir. Certes, il y a une obligation légale qui est en vigueur depuis quelques temps, mais j'ai envie de dire, normalement, ça ne commence pas à l'obligation légale, c'est une obligation morale. Parce qu'encore une fois, on en reparlera, je pense. Mais la morale, tout le monde ne l'a pas. Non, où tout le monde a une morale différente en soi. Mais Aussi. le truc, c'est que, et c'est le principe de base, je pense, et je pense qu'on en reparlera, mais c'est une question de transparence et de dire je fais quelque chose, je le fais, voici pourquoi, voici les raisons pour lesquelles j'ai choisi de le faire. C'est pas de dire oui, je fais ça, je fais l'inverse. En réalité, il y a plein de sujets là-dessus. Je pense qu'il y a des gens dans l'audience qui ont déjà des trucs à dire et on peut y répondre. Le truc, c'est toujours la même chose. Il y a une obligation légale, il y a une obligation morale. À un moment donné, on est dans une industrie qui est risquée. Les gens peuvent perdre de l'argent, peuvent en gagner énormément aussi, hein. Mais c'est une industrie qui est risquée. Il faut faire attention à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Donc oui, c'est le rôle de l'agence et c'est le rôle du créateur ou créatrice.
à mon avis, c'est un peu comme la question qu'on a eue sur qu'est-ce qu'un bon et un mauvais influenceur. Il y a des bons, il y a des mauvais influenceurs. Il y a de bonnes et de mauvaises agences aussi. Benjamin, toi, tu as un média qui s'appelle le Crypto Daily. Je sais que vous avez reçu plusieurs influenceurs, notamment sur votre chaîne YouTube. Yes. Comment est-ce que, en tant que média, tu te places sur ce sujet? Est-ce que tu es neutre? Est-ce que tu regardes les gens que tu invites, ce qu'ils font, etc. Alors, ça va dépendre du sujet. Il y a des fois, j'ai appris à mes dépens à être très neutre pendant des interviews. Et il y a des fois où je le suis un peu moins, quand on va recevoir un ami ou quelqu'un avec qui, en général, je sais qu'on rigole, on va être un peu plus tranchant. Après, bien sûr, je vais faire attention à qui je reçois. On va dire qu'il y a, comme on en parlait hier avec Léo, il peut y avoir une tier list, disons. Et en fonction, vraiment, il y en a qu'on recevra, d'autres qu'on... effectivement, quand c'est avéré, quand c'est déployé, etc., ça devient très touchy. Aujourd'hui, nous, sur Crypto Daily, on essaye vraiment de donner la parole à tout le monde. C'est-à-dire que s'il y a un souci, on se pose, on discute. C'est quelque chose qu'on essaye de faire. Beaucoup parfois ne viennent pas, ne répondent pas, etc. Mais on vise du moins à essayer d'offrir la parole à tout le monde. Après, oui, c'est sûr que si on a quelqu'un qui arrive en interview pour nous dire « Ouais, rejoins mon groupe Telegram » ou « Tiens, achète tel coin », etc. Ouais, ça va être un poil plus compliqué. Ok, c'est intéressant. Et toi, Léo, tu as double casquette, puisque tu as à la fois tes cofondateurs du Media Coin Academy et à la fois tu as la casquette Crypto Picsou. Comment est-ce que tu ne penses pas que aussi tu as une part de morale, mais tu as une part professionnelle qui va jouer? Parce que si toi, demain, avec ta casquette de créateur de contenu, tu te rates, tu fais une erreur, ça va peut-être en pâtir sur le média. Ah bah c'est la double peine quand tu te foires, hein. Surtout avec un média. Donc nous, on essaye de vraiment faire les choses proprement. On essaye. Donc des fois, il y a des ratés. Des fois, il y a des choses qui sont très bien faites. Je pense qu'on a plus de choses qui sont bien faites que de ratés. En tout cas, c'est ce vers quoi on essaye de tendre. Et évidemment, en fait, ce qui se passe souvent, c'est que moi, personnellement, je vais travailler avec des marques via, par exemple, Coin Academy. C'est-à-dire que toutes les marques avec lesquelles on travaille sur Coin Academy, c'est des marques avec lesquelles moi, je peux potentiellement travailler, avec ma morale, mon éthique, etc. Si ce n'est pas le cas, en général, on ne travaille pas avec eux. Ça ne veut pas dire que je vais systématiquement travailler avec eux, parce qu'après, tu as une ligne édito. Moi, si je fais du trading, est-ce que ça a du sens de parler, je sais pas, de quelque chose qui n'a rien à voir avec ça? Pas forcément. Mais évidemment, avec un média, ça met plus de pression. Après, pour rejoindre un petit peu ce que tu disais, Ben, les médias, en fait, chacun ont une approche différente. Tu peux avoir des médias qui se disent on est littéralement des journalistes et on donne la voix à tout le monde. Et dans le lot, il peut y avoir des gens scammy. Je pense que dans tous les cas, il y a de la due deal, hein, peu importe qu'on soit un journaliste ou pas. Et après, tu peux avoir aussi des médias qui mettent davantage le point, ou en tout cas le focus sur certains sujets. Et ça peut être aussi le cas avec Coin Academy, où derrière, nous, on a des opinions qui sont un petit peu plus admises ou développées sur certains sujets, certaines cryptos, etc. Et vous ne pensez pas que quand on est créateur de contenu, on doit trouver un moyen de se rémunérer pour tout le travail qu'on fait? Il y a les agences qui vont aider, qui vont ramener du deal notamment. Et en fait, des fois, il y a des personnes qui peuvent faire des erreurs parce que elles ont peut-être besoin d'argent ou alors qu'elles veulent monétiser ce qu'elles font. C'est très compliqué en fait, surtout quand on est un petit créateur, parce qu'en soi, quand on est un gros créateur, on n'a pas trop ce souci-là. Je pense que quand on est un gros créateur, en vrai, on a un certain capital, on a un certain patrimoine. Donc en fait, on peut se permettre, si on le souhaite, ou même si on vit que des sponsors, on peut se permettre d'avoir des passages à vide et de dire non, peu importe ce qui se passera, je ne le ferai pas. Là où quand tu es petit créateur et que tu te mets à fond, si tu n'as vraiment rien à côté, tu te retrouves à faire des choix qui sont compliqués et qui peuvent mettre au défi ta morale et ton éthique. Et donc là, après, c'est forcément des compromis. Et en général, quand on fait des compromis, ça peut nous amener à faire des erreurs et des fautes. Et personnellement, je le conçois. Mais voilà, ce qu'il faut dire, c'est que certains ont un luxe et d'autres non. Et ça, je pense que c'est une réalité auquel il faut qu'il faut avoir en tête, quoi. Maxime, Quentin, vous avez déjà eu ce cas-là, des petits créateurs de contenu qui vous appellent, qui viennent vous voir en vous disant est-ce que vous n'avez pas des sponsors pour nous? Est-ce qu'il n'y a pas des marques qui ont besoin de nous? Puisque nous, on a éventuellement besoin d'argent.
Ouais, alors en effet, ça arrive. C'est vrai que de temps en temps, les influenceurs Web3 en plus parlent beaucoup entre eux. Donc c'est-à-dire que certains reviennent vers nous. Ah bah tiens, t'as proposé ça à un tel. Moi, ça fait 5 mois que tu m'as pas contacté. Bon, souvent il y a une raison, forcément. On a en plus parfois dans la crypto des bear markets, très peu de demandes, parfois beaucoup. Donc oui, forcément, on voit qu'il y a des gens qui sont en demande, c'est sûr, et qui nous relancent. Ah, je sais que tu bosses avec un tel. Est-ce que ça les intéresserait pas? Mais je comprends. Enfin, il y a rien de méchant là-dedans. Et quand on peut aider, on le fait. Tant que le client est content, bien évidemment. Et je rebondis sur ce qu'on disait, je pense que ça touche aussi les agences, quand on commence à avoir 15 employés, il y a les salaires à sortir, etc. Je pense que tout le monde a ce dilemme de morale, à se dire, ok, cette sponsor, je l'aurais peut-être pas prise en bull market où j'avais 15 demandes de clients par jour. Là, est-ce que je le fais? Tu as toujours ce dilemme de conscience. Bien évidemment, il faut pas le faire quand vraiment on le sent pas. Et je pense que ici, personne ne le fait. Mais voilà, et peut-être pour des plus petites agences, c'est parfois plus compliqué aussi. Donc on a aussi ce dilemme toujours de morale, l'argent, il faut manger, j'extrapole, et le côté, la due deal sur le client qui est très important. Je vais revenir sur le sujet que tu mentionnais juste avant, le fait le dilemme dans lequel un créateur se place. Et encore une fois, je parle à la place d'eux, mais moi je ne suis pas créateur, donc j'ai un avis qui est particulier là-dessus. Mais à mon sens, il y a un juste milieu à trouver quand on se lance dans ce monde-là et se mettre directement full-time en tant que créateur ou créatrice de contenu. Je pense que c'est une erreur. Quand on n'a pas d'audience, quand on n'a pas créé de communauté, je pense que c'est une erreur parce que du coup, forcément, tu te retrouves dans des situations où tu es obligé de faire des choix en mode ok, bon, ça, 75% c'est un scam, mais en même temps, si je le fais pas, demain je paie pas mon loyer. À partir du moment où tu es dans des conditions qui te font prendre des choix comme ça, c'est hyper dangereux. Il y a quelques créateurs, je vais peut-être m'avancer un petit peu, mais deux petits créateurs qui me viennent en tête, que j'aime beaucoup et à qui je vais donner un petit peu de force. C'est Victor Crypto et Cryptomage qui créent du contenu qui, à mon sens, est hyper pertinent. Et je crois que ces deux personnes sont justement dans cette phase où ils ont une activité professionnelle, mais ils ont aussi la création de contenu à côté. Et je pense que ça, c'est le bon choix. À mon sens, il faut le faire jusqu'à ce que tu aies un flux suffisant pour pouvoir te dire ok, j'arrête mon activité à côté, je prends le risque, parce que c'en est véritablement de dédier ma vie à ma carrière de créateur ou créatrice de contenu, ce qui fait que normalement tu n'auras pas à prendre ce genre de choix. Et c'est vraiment très dangereux à mon sens de se lancer full-time quand on n'a pas le backing. Après, il y a aussi le sujet de ok, c'est quoi le chiffre qu'il me faut sur Twitter ou sur YouTube pour me dire c'est bon, ça y est, je peux me lancer. En fait, je pense qu'il faut plus voir ça d'un point de vue de l'attrait des marques, de l'attrait des agences. Parce que s'il y a du contenu de qualité et que la communauté en face est attachée au contenu, il y a quelque chose à vendre parce que forcément, il y a un effort promotionnel qui est rentable pour les marques. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Ok. Et toi, Benjamin, est-ce que tu as attendu, je sais que tu as lancé le média, le Crypto Daily, donc il n'y a pas si longtemps que ça au final. Est-ce que tu as attendu? Est-ce que tu l'as lancé à parallèle d'autres choses que tu faisais? Je sais que c'est un média, mais les médias sont quand même des créateurs de contenu. Donc, Alors, le lancement n'était pas facile. Au début, je commence seul, on est deux, un monteur audio et moi. On lance un podcast tous les jours en 10 minutes sur toute l'actualité crypto. Compliqué. C'est-à-dire que les premières sponsors, donc je sortais d'un boulot, j'avais un peu d'argent de côté. Je me suis dit, allez, je me lance, c'est le moment. C'était en plein milieu du bear market, c'était compliqué. Les premières sponsors aussi compliquées parce que tout de suite, tu es là, tu reaches un petit peu, on les connaît tous, les bots sur Twitter qui t'envoient des DM, est-ce que tu veux, blabla. Tu dis non. Mais ce que tu dis, c'est tout simple, c'est que c'est ton image. En fait, tu as une chance de plaire, une chance de séduire. Mais pareil, si une fois tu trahis, une fois tu t'arnaques, tu escroques, ça y est, t'es fiché. T'es red flag et c'est fini. Donc, j'ai toujours essayé de faire attention. A priori, plutôt bien gérer le truc. Et voilà, donc oui, c'est compliqué. C'est-à-dire que même aujourd'hui, donc bon, on a bien grossi depuis. Maintenant, on a 8 personnes qui bossent. Mais moi, voilà, aujourd'hui, je suis pas ou très peu payé encore. C'est pas du tout le but aussi à long terme peut-être, mais c'est pas le but aujourd'hui du Crypto Daily, quoi. ok. Donc là, on parle depuis tout à l'heure, on tourne un peu autour du sujet parce qu'on parle de financement. Vous avez parlé de morale. Alors, on va parler de morale et de financement. Est-ce qu'on peut parler est-ce qu'un influenceur doit, par exemple, disclaimer
tout ce qu'il fait sur tous les réseaux sociaux, sur tous les contenus, en sachant que pour les personnes qui ne savent pas, un influenceur, il a des fois, ou un créateur de contenu, il a des fois accès à des pré-sales, des pré-seed, il va devenir actionnaire dans des boîtes, et du coup, ça pose beaucoup de questions justement de morale. Est-ce que vous avez un avis sur la question, puisque en ce moment, c'est le gros débat, en tout cas qu'on voit sur les réseaux sociaux? Alors, oui, effectivement, bon, c'est un peu bullshit parce que, on le sait tous, personne ne lit réellement. On s'embête à faire tous les disclaimers. Est-ce qu'un disclaimer, ça va nous blanchir un créateur de tout? Spoiler, pas du tout. Il faut surtout pas qu'un influenceur puisse se dire j'ai fait le disclaimer, ça va, je suis clean. Bah oui, les gars, C'est un peu le cas aujourd'hui. Hein. Pas partout, heureusement. Je pense, juste sur les disclaimers, je pense que c'est important d'être clair partout, parce que sinon c'est trop facile de dire j'ai fait le disclaimer là et je ne l'ai pas fait là. Parce qu'à ce moment-là, tu peux dire j'ai fait mon disclaimer sur TikTok et j'en parle sur Twitter et j'ai pas besoin de faire le disclaimer, alors que les gens vont découvrir ce dont tu parles, par exemple, sur Twitter. Donc je pense que c'est important d'être clair. Après, évidemment, d'un point de vue transparence, ça peut toucher à la vie privée, parce qu'on parle. Je pense que les gens poussent pour voir les wallets, voir les transactions, voir combien de jetons ont été reçus, combien ont été envoyés sur les exchanges. En vrai, c'est ça le nerf de la guerre. Parce que dire j'ai perçu des jetons, c'est bien, mais après, qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu les as vendus? Est-ce que tu les as eu à un prix préférentiel, etc. Ça, c'est encore autre chose. Donc, je pense qu'il faut tendre vers le plus de transparence possible. Évidemment, c'est pas agréable, il faut le dire. Être totalement transparent sur combien on est payé, etc. Il faut être clair, ça peut aussi changer la perception des gens qui nous regardent, parce que personnellement, que je parle d'un truc et que je sois payé 1 000 € ou 50 000 €, les gens vont se dire à 1 000 €, ah ok, et encore, déjà ça peut affecter la vision, la perception de mon contenu. Et par contre, si je suis payé 50 000 €, peu importe le discours que j'aurai et peu importe sa pertinence, il y aura une grosse partie des gens qui diront quel enfoiré. Donc, c'est un peu ça le problème. Et puis après, le problème aussi, c'est la vie privée, c'est où vont les fonds, vers quelle wallet ils sont redirigés, etc. Je sais pas. Je pense que c'est un choix personnel et que derrière, c'est à la communauté de décider si ces choix leur vont. Mais je comprends qu'il puisse y avoir de la nuance et des approches différentes. Tout le monde n'est pas conçu de la même manière, tout le monde n'a pas forcément les mêmes valeurs. Et je dis pas ça de manière spécialement négative en vrai. On parlait de disclaimer, mais à mon sens, il faut aussi voir la gueule des disclaimers. Il faut aussi dire les Acheter au termes. listing, c'est un bon disclaimer? De quoi? Acheter au listing, c'est un bon disclaimer ou... C'est pas un disclaimer, ça. Ça, c'est une incitation à l'achat. Ça, c'est illégal. Ah, mais du coup, c'est pas un disclaimer. Non. Donc déjà, mais sincèrement, il y a une différence entre dire oui, Dior NFA, et dire les gars, j'ai eu accès à une pre-sale, j'ai eu accès à des tokens moins chers. Certaines personnes qui ont eu ça, y compris moi en tant que créateur ou pas, va y avoir un listing, va y avoir des prises de profit. Ne soyez pas dupes. En fait, c'est toujours pareil. Une question de transparence. Donc, en fait, je comprends qu'à moitié le débat de oui, est-ce qu'il faut dire qu'on investe ou pas? Déjà oui, en fait, il n'y a pas de sujet. Et deux, ça devrait être vu comme un argument positif, en fait. À partir du moment où il y a un créateur qui a passé des années à cultiver une communauté, à quel moment c'est pas positif de dire les gars, il y a une entreprise qui se lance, ils étaient en recherche de financement, je crois en ce qu'ils font, si j'ai tort, tapez-moi dessus, mais moi j'y crois. À quel moment c'est pas positif? Donc c'est pour ça que je comprends pas le débat, en fait. À mon sens, il devrait même pas y en avoir. Après, c'est facile d'y croire quand on a un prix qui est vraiment préférentiel. Clairement. Je suis totalement d'accord avec toi. Et puis c'est aussi facile à dire en tant qu'agence. Encore une fois, je ne suis pas créateur, donc disclaimer, pour le coup. Quentin, ça t'est déjà arrivé de proposer à tes clients qui sont créateurs de contenu, par exemple, au lieu d'être payé pour une promotion, de rentrer dans un projet par le biais d'une pré-seed, de tokens, d'actionnariat, des choses comme ça, et comment vous gérez? Oui, bien sûr. Alors en effet, ce sont des choses qui nous arrivent. Je rejoins totalement Maxime, c'est-à-dire aujourd'hui, vaut mieux
quel est le meilleur modèle? Est-ce qu'il y a un projet qui va aller payer en token un influenceur qui forcément va devoir le revendre, c'est le bon? Forcément, je ne pense pas. Si le projet a du fiat, peut payer en USDT, en euros, etc., bon, bah, c'est génial, tant mieux. Mais certains projets n'ont pas forcément ce financement pour se développer. Donc faire investir quelqu'un, en effet, un KOL, ce qu'on appelle un Key Opinion Leader, c'est intéressant, ça prouve que l'influenceur est impliqué, il investit également dans le projet. Donc oui, ça c'est des choses qui nous arrivent et on se rend compte, ce côté disclaimer, où en effet, c'est aussi le rôle de l'agence d'en informer les créateurs de contenu, alors qu'ils ne sont pas nos clients, hein, du coup, pour le coup, mais plutôt nos partenaires, on va dire. Et on se retrouve obligé en fait de leur envoyer des gros disclaimers, c'est-à-dire qu'un influenceur a sa morale. On parlait tout à l'heure d'achat au listing, etc. Donc maintenant, aujourd'hui, il se passe des dramas sans arrêt, des choses dans cet écosystème du CTFR. Donc on est obligé en fait de presque, vous m'excusez l'expression, mais de materner certains et de leur dire voilà, ça, bah, je te propose ça. Voici le disclaimer. Attention, il va y avoir un listing. Un listing d'une crypto-monnaie, quelle qu'elle soit, c'est ultra dangereux. C'est-à-dire que très souvent, le truc fait x10, ça pump and dump, etc. Donc oui, c'est sûr qu'en fait, ça dessert l'écosystème, ça dessert le projet. Un influenceur qui va dire allez acheter au listing. Non, il y a plein de choses en fait, selon la vie, le cycle de vie d'un token, où on doit être particulièrement vigilant. Et ça, c'est plein de choses. C'est sur les tokenomies également. Quand en effet, l'influenceur n'a pas de cliff, n'a pas de vesting, c'est 100% release au TGE. Et ça, c'est le gros souci où le mec va dire acheter le token pendant que lui va vendre. Bon, faut être un peu raccord dans ses propos aussi là-dessus. Donc il y a plein de choses en fait à prendre en considération sur déjà est-ce qu'on va proposer cette private sale, ce modèle qu'on trouve mine de rien assez fair, assez bon, plutôt que comme je vous disais d'aller payer un influent token. Maintenant voilà, quel est le projet, quelles sont les tokenomies, comment ça va se passer, et surtout nous et nos clients sont les premiers souvent à nous le dire. Dites-leur qu'on parle du produit, toujours l'incitation à l'achat, c'est illégal aujourd'hui. Et je pense que la meilleure promotion possible, c'est de parler du produit. Quand on voit un produit qui cartonne, qui marche super bien, bon, on a envie de s'intéresser à l'ensemble du projet. Donc en fait, nous, en tant qu'agence, on a très peu souvent de demandes de la part du client qui va te dire pump it, quoi. Alors, parler du produit, j'ai un petit souci, tu vois, avec ça. En général, c'est qu'aujourd'hui, on va voir, il y a beaucoup de gens qui vont parler justement du produit, pour derrière, en fait, essayer de dire, de faire comprendre de manière un peu subtile, etc., que le produit est bon, donc le token est bon, donc voilà. C'est quelque chose qui est en train qui est en train d'apparaître de plus en plus, et c'est quelque chose qui est assez... il faut y faire attention. Après, il y a aussi un monde où tu n'as pas forcément besoin du jeton pour utiliser le produit. Et donc ça peut permettre une certaine distinction. Par exemple, moi, je travaille avec DYDX et j'incite pas à acheter le jeton parce que moi-même, je sais pas, genre, je vois pas l'intérêt d'absolument acheter le jeton alors que tu peux utiliser la plateforme et obtenir le jeton gratuitement. Et en plus de ça, que tu as des unlocks, des choses comme ça. Et qu'en plus de ça, on ne paye pas pour mettre en avant le jeton. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais on ne paye pas pour faire ça, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de marques qui laissent énormément de liberté aux influenceurs et que parfois, les influenceurs se cachent derrière le fait de « oui, mais je suis payé, blablabla. Bla, bla. » Mais en fait, tu as carte blanche dans la plupart des cas et si ça ne te va pas, tu ne le fais pas. Je pense que les personnes qui sont le plus concernées par tout ce que vous dites, c'est les personnes qui sont aujourd'hui qui vous écoutent. Est-ce que, à main levée dans la salle, vous pouvez lever la main si vous êtes rentré déjà dans un projet à cause ou grâce, hein, peut-être ça arrive, d'un influenceur sur un projet, un token, etc. C'est quand même énorme. Et Merci Capette. Et moi, merci Picsou. Donc, en fait, je pense que, étant donné le nombre de mains qui se lèvent, c'est que vous êtes les plus concernés. Je ne vais pas clore le panel, mais si vous êtes OK avec ça, je vais aller dans le public et je vais leur laisser le micro parce que je pense que c'est eux qui ont les questions qui sont les plus pertinentes. On a Amy Sauvage qui se cache aussi. On aimerait inviter quelqu'un aussi pour répondre à des questions. Il reste une place sur le canapé. Il reste une place. Allez, montez, Emilien. Allez, viens. Amy, tu veux dire quelques mots peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, même si tout le monde a l'air de te connaître? Oui, je suis un ancien des cryptos, et puis je pense que quand je suis là, il y en a qui ont peur dans la salle. Du coup, des questions dans la salle? Je suppose qu'il y en a vraiment plein, donc n'hésitez pas. Levez la main, sinon je ne vous vois pas. Vous n'avez pas de questions? Amy, t'as pas des questions?
Moi, est-ce que j'ai des questions? C'est plutôt, est-ce que vous avez des questions? Parce que sinon, je peux parler pendant 1 heure, mais tu vois, je prends une bière et... Non, je sais pas. Vous avez soulevé des trucs avec lesquels je suis d'accord, notamment le mensonge. Moi, ça me pose un gros problème, quoi. Clairement, quand les mecs, ils mentent, ça me pose beaucoup de problèmes. Puis il y a plein de problèmes. De toute façon, les influenceurs, c'est pas le seul problème. Le problème, c'est les créateurs de projets qui font vraiment de la merde, entre guillemets, parce qu'il y a de l'argent, il n'y a pas beaucoup de règles. Donc clairement, tous les mecs qui sont un peu escrocs, ils se disent oh, bah, plutôt que de faire une boîte dans l'écologie, je vais peut-être aller faire de la crypto, quoi. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui viennent faire des projets, il y a beaucoup d'argent à prendre. Et du coup, les influenceurs, ils sont qu'un maillon de la chaîne. Mais c'est vrai qu'ils permettent à l'écosystème des escrocs de survivre, on va dire, quoi. Mais non, je sais pas, est-ce que vous avez des questions? Posez des questions, parce que... Et est-ce que, Amy, on t'a proposé des OP? Moi, on m'en a proposé pas mal. C'est vrai que ça fait un moment que je refuse. J'en ai fait, hein. J'ai fait Comet. Je ne vais pas en reparler parce que c'est pas le sujet, mais on m'en propose régulièrement et j'en fais plus parce que... Alors, j'ai la flemme de faire une vraie bonne due deal, mais... Mais en vrai, tu vois, j'ai peur de rentrer dans un projet où la tokenomics s'est éclatée. Déjà, la norme, c'est un peu devenu les tokenomics éclatés. On va pas se mentir. Ceux qui ont suivi un peu le truc, ça s'est professionnalisé. Les tokenomics, elles sont de plus en plus dégueulasses. C'est quand même un peu... Enfin, c'est mon opinion à moi. Parce que, voilà, autrefois, tu faisais une ICO, tu levais 20 millions. Bah, 20 millions, tu payais le marketing, la team, les devs, je sais pas, ta copine. Et aujourd'hui, en 2023... Dans les tokens, on va mettre le marketing, on va mettre le CEO, on va mettre la team, on va mettre... Mais attendez, vous avez levé des sous pour ça, tu vois. Pourquoi faut le mettre dans les tokens? Bon, c'est qu'un exemple, hein, mais... Après, c'est un sujet super large. En vrai, on pourrait vraiment en parler des heures. T'as été un moment... Excuse-moi, je me permets, je crois que Carlita... Oui, vas-y. T'avais été un moment, même toi, chef de projet, CEO, hein, t'avais monté un exchange. Quand tu étais de l'autre côté, tu t'es pas dit on va avoir recours à l'influence, etc. En 2014, je crois. À l'époque, c'était vraiment moins développé. Il n'y avait pas d'influenceurs, en fait, déjà en 2014. Il y avait pas les ICO. Tu vois, en fait, l'exchange, quand je l'ai fait, c'était sur un token qui a fait la première ICO de l'histoire. En fait, les ICO n'existaient pas à cette époque. Et à cette époque, les gens qui sont rentrés dans le projet, que ce soit le créateur de Mastercoin, les investisseurs, tout le monde, en fait, ils avaient mis leurs propres sous dans le projet, tu vois. Et il n'y avait pas cette histoire. En fait, tu avais proportionnellement des tokens à l'argent que tu avais mis, quoi. C'est un temps qui n'existe plus, quoi, aujourd'hui. C'est un temps qui n'existe plus depuis longtemps. Et d'ailleurs, justement, quand ils ont lancé Ethereum, dans les tokens, il y en avait 10% qui étaient réservés pour la team. Et j'avoue, à l'époque, ça m'avait choqué. Je me suis dit, quand même, ils abusent, ils prennent 10% des tokens pour eux, tu vois. Alors qu'avant, c'était 100% des tokens. C'était une autre époque, clairement. On a une question, juste si vous voulez bien répondre. Salut, merci beaucoup, messieurs. Alors, vous êtes où? Là. Ah, dans le fond, là-bas. Là, ici. Moi, je suis un peu loin de tout ça. À vous entendre, ça a l'air d'être un peu le purgatoire, votre histoire. Mais moi, je suis plutôt team paradis. Alors, je me posais la question, c'est quoi les 2-3 opérations que vous avez pu voir où, en termes d'influence, ça a été vraiment cool, à la fois pour le créateur de contenu et aussi pour sa communauté? Alors, c'était pas trop crypto, moi, une opération investissement, etc., qui m'a vraiment plu. On n'y a pas participé, mais qui avait été vraiment, qui je pense qui a très bien marché. C'était pour Trade Republic sur LinkedIn, etc. Il y a 1 an et demi, ils ont fait une campagne où pendant 15 jours, il y avait tout le monde petit à petit qui faisait un post, etc. Et c'était ultra bien travaillé, ultra bien amené. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu. J'avais ouvert un compte Trade Republic d'ailleurs suite à ça. C'est pas un conseil en investissement. Moi, j'en avais fait une petite avec TradingView. Mais en général, quand il n'y a pas de token qui est associé à un projet, il n'y a pas de problème, quoi. Donc après, moi, personnellement, c'est un produit que j'utilise beaucoup. Donc forcément, ça fait énormément sens. Il y avait des gens qui avaient pu gagner des abonnements. Moi, j'avais eu aussi un abonnement prolongé en mode VIP. Donc en fait, je pense que tout le monde était heureux. Moi, perso, j'ai trouvé qu'Ethereum, ça va, c'était assez clean au final. Mais c'est vrai que c'était une époque où les trucs étaient relativement clean. Voilà, donc.
Ouais, moi je peux parler d'un projet qui s'appelle Inspect. Moi ce que j'adore, c'est les projets qui ont déjà build avant de lancer un token. On parle d'un produit avec plus de 200 000 utilisateurs. C'est un outil analytique sur Twitter qui permet de mesurer un peu le sentiment, se dire ok, là sur Twitter cette semaine, cette collection NFT, on en a parlé beaucoup plus qu'une autre, qu'est-ce qui se passe? Et fort heureusement, les mécaniques du token étaient vraiment bien faites. Les gens ont gagné de l'argent, le token se stabilise. Bon, on verra, hein, ça se trouve dans 6 mois il va s'écraser, ça reste la crypto. Mais aujourd'hui tout s'est bien passé, c'est un super produit qui est utilisé par énormément de personnes et tous les voyants en fait sont et restent au vert, donc on est très content et on a participé à cette démocratisation également du produit qui sert à beaucoup de personnes aujourd'hui. Il y en a une sur laquelle je vais revenir qui était plus en fait, ils sont arrivés à un moment dans le marché qui était très difficile, c'était les opérations qu'on avait menées avec Lacoste, qui est différent pour le coup. Il n'y a pas de jetons, c'est des NFT. Est-ce que bon, les mêmes règles s'appliquent hein, déjà, mais pour le coup, ce qui était vraiment intéressant avec eux, c'est qu'il y a énormément de marques qui se sont lancées dans le Web 3, dans le Web 3. Il y en a beaucoup qui n'ont pas réussi. Lacoste a réussi littéralement le jour où l'Ether a touché $900. Tout le monde pleurait du sang. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une fierté qu'on a chez H Consulting de les avoir accompagnés depuis le début. Et voilà. Par contre, je vais donner aussi un point d'honneur à la campagne que Deblock a fait. Alors, on ne gère pas les budgets marketing de Deblock, c'est Markchain qui les gère. Mais la campagne et la stratégie qu'ils ont mis en place avec leur NFT de free mint et tout, franchement, respect, parce que c'est super propre. Et j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait. Voilà. J'avais raté que c'était une On a question César, sur... ce qui appartient à César. Je suis d'accord, Deblock, bravo. Et ils Quentin. ont fait beaucoup de choses en interne eux-mêmes d'ailleurs, hein. On n'a pas tout fait du tout. J'avais pas très bien compris la question, j'avais pas compris que c'était une opération sur laquelle on avait bossé. Voilà, ok. Bon, bah, je vais la finir maintenant. Non, l'opération moi, qui m'avait le plus marqué qu'on a eu chez le Crypto Daily, bah, c'était la première. Et c'était Stables, qu'on avait eu de PMU. Et je me rappelle encore quand j'avais eu le call et qu'on m'a dit ouais, ça nous intéresse de bosser avec toi. Ça faisait 2 ou 3 mois qu'on avait lancé le truc, on n'avait jamais rentré 1 euro. Enfin, et j'étais là, waouh, incroyable et tout. Bon, c'était un tout petit truc, hein. Non, alors vraiment pas. Tu vois, vraiment, on parle d'une somme, on est sur du moins de 1 000 euros quand même. Mais c'était juste le fait de me dire, ok, c'est cool. Il y a, les gens peuvent avoir confiance, etc. Et voilà, ça m'avait touché. Alors, j'ai une petite question pour vous. Je voudrais savoir votre avis sur le côté tokenomics. On voit que ça évolue clairement sur les 10 dernières années. On a vu des KOL qui recevaient des 100% de TGE, des private qui se retrouvent... Bon, tout à fait, c'est pas tout le temps le cas. On voit qu'aujourd'hui, du coup, ça évolue plutôt dans le bon sens. Il y a des private qui sont beaucoup plus lock. On retrouve de nouveaux systèmes. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution et comment vous voyez l'avenir par rapport à ça? L'évolution de quoi? Des tokenomics? C'est ça, on peut imaginer par exemple des private ou des sites qui soient totalement lockés avec du coup des KOL qui pourraient rentrer au fur et à mesure pour justement libérer au fur et à mesure une partie de la supply pour avoir une petite pression vendeuse et c'est important de toute façon dans une économie qui est des gens qui puissent vendre aussi. Là, pour le coup, je vais rejoindre ce que disait Émile tout à l'heure. Ça évolue. C'est dans le bon sens ou dans le mauvais sens, je ne veux pas savoir te répondre très sincèrement. Il y a des bons exemples, des mauvais exemples. Alors oui, c'est la réponse facile, mais encore une fois, tout est au cas par cas. À partir du moment où déjà il y a un produit avant le lancement, déjà ça c'est un bon green flag. Quand il n'y en a pas, il faut commencer à s'interroger. Et ensuite, est-ce que les tokenomics ont été publiés? Si oui, quelle est la gueule des tokenomics? Est-ce que c'est respectable? S'il y a 100% d'unlock au TGI pour les KOL, pour les médias et tout, fuyez en fait. Il n'y a pas de débat. Encore une fois, toujours pareil, cas par cas, il faut toujours regarder, toujours faire attention. Aujourd'hui, il y a des plateformes comme Token Unlocks qui vous permettent de tout voir. Renseignez-vous, regardez, c'est beaucoup plus facile de se renseigner maintenant qu'il y a 2-3 ans où c'était encore plus opaque et où il n'y avait absolument aucun disclaimer par qui que ce soit qui était fait, quoi. Donc je pense que ça va dans le bon sens à partir du moment où on dit qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont au courant de comment ça fonctionne. Est-ce que ça veut dire que toutes les équipes font les bons choix? Absolument pas. Peut-être pour rebondir là-dessus, je pense qu'on arrive dans une période de marché où tout le monde se dit Bitcoin va aller à 100 000 $, les altcoins vont faire x20. Bref, en tout cas, je pense qu'il y a pas mal de gens qui disent ça et le marché rebondit. Donc, on a de l'argent qui rentre dans le marché, des gens qui veulent faire du marketing, des gens qui veulent faire des sous. Et en fait, dans ces périodes-là, on retrouve tous les plus gros greeders, donc toutes les personnes qui veulent faire de l'argent rapidement. Et c'est dans ces périodes-là qu'on voit les tokenomics souvent les plus effrayantes. Bon, on a quand même peut-être une parabole un jour devant nous, mais en tout cas, le marché
reprend des couleurs, et c'est dans ces moments-là où on voit les projets escamis. Et je pense qu'un bon projet doit avoir de bonnes tokenomics, et même un projet qui a un produit propre, qui a des tokenomics nazes, j'en parle pas, ou je parle pas du jeton en fait. Moi personnellement, quand j'ai vu des projets passer récemment qui étaient listés, où je voyais le circulating supply qui faisait x26 la première année, même si c'est une faible capitalisation, et que tu as des influx qui récupèrent tout en 3 mois, et que ça, on me le propose à la chaîne, et que je vois plein de choses tourner comme ça, ça me fatigue en fait. Et c'est pour ça que moi j'ai eu un petit peu ce combat-là sur Twitter, c'est que en fait on est dans une période de marché où l'argent re-rentre, et il y a plein de gens qui sont greedy, à la fois les projets, à la fois les influenceurs, et c'est dans ces moments-là qu'on voit les dérives. Et je pensais que c'était important d'en parler. Il y a peut-être une petite chose que je vais rajouter, excuse-moi Benjamin, une petite chose que je vais rajouter là peut-être pour le coup sur le rôle des agences et le rôle des créateurs. Ça reste un marché libre qui est peut-être un peu trop libre, mais aujourd'hui, si l'écrasante majorité des agences, des créateurs, des médias refusent de commit dans des investissements où ils se disent ok, ouais mais non parce que là il y a 60% pour la team dont 100% le TGE pour les KOL, la sélection naturelle va se faire. C'est-à-dire qu'un projet qui essaie de lever avec des termes qui sont foireux, si on fait le travail nécessaire d'éducation auprès des créateurs, des créatrices, de la communauté et des entreprises, j'ai bon espoir que les entreprises qui build avec un token commencent à se dire ok, il ne faut peut-être pas qu'on soit déconnant sur les termes parce que sinon on va avoir tous nos VC derrière qui sont rentrés et qui ne vont pas être contents parce que sur notre raise média qui est spécialement faite pour le marketing, on n'a pas réussi à lever parce que personne ne veut rentrer parce que les termes sont dégueulasses et que du coup ils se disent notre communauté va nous chier dessus si on rentre dessus. Désolé pour les termes un peu forts, mais j'ai véritablement bon espoir que le marché régule entre guillemets dans ce sens-là, d'où la nécessité du travail d'éducation et d'où la nécessité d'arrêter de laisser proliférer des influenceurs, des créateurs ou des créatrices qui font n'importe quoi, qui disent n'importe quoi et qui juste promulguent les mauvaises valeurs et manières de faire. Le problème c'est aussi que en fait c'est les projets les plus scammés qui payent le mieux en fait. Et du coup de ce fait-là, t'as beau avoir envie de faire le plus beau trick que tu veux, en fait, il y aura forcément des cash grabs et des choses comme ça. Et on l'a vu encore récemment avec des gros pushs, même dans le CTUS, etc. Tout le monde en a parlé parce qu'ils pouvaient prendre leur x200, leur x300. Et donc, en fait, quand tu as un tel appât du gain, je pense que pour beaucoup, c'est difficile de résister. Donc, je pense que c'est aussi ça le problème, c'est que en vrai, les très belles marques, c'est pas forcément celles qui ont le plus de sous pour les créateurs. Moi, j'ai une question pour vous, alors, pour les gens ici. C'est quoi une bonne tokenomics? En rapide, hein. Une bonne tokenomics. En rapide. Je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit, Picsou, c'est une très bonne remarque et je vais répondre après sur les tokenomics. Mais oui, effectivement, les projets les plus dégueulasses, c'est souvent ceux qui ont le plus le moyen de rétribuer les influenceurs. Parce que justement, ils se sont débrouillés pour détourner plein de tokens, ils ont fait des sites très très peu chers pour les influenceurs, etc. Et dernier point sur les tokenomics, il y a eu beaucoup d'améliorations. Parce qu'à une époque, il n'y avait même pas de white paper, c'était complètement shady. Il y a des mecs qui ont lancé des projets, c'est même pas de white paper, pas de tokenomics, on dump tout en plein bull market. Vous en connaissez, hein, si vous cherchez les loups dans la forêt. Mais il y a des trucs qui sont mieux. Il y a des vestings qui se sont standardisés. Un bon élément aussi, c'est quand... en fait, ça rejoint un peu, en fait. Dans l'amélioration, il y a aussi les bonnes tokenomics. Les vestings, c'est bien. C'est bien quand il n'y a pas un trop gros différentiel entre le prix d'entrée des influenceurs ou des seeders et le prix à la public pour la public sell. Si la différence est petite, ça va. Si les mecs ont leur token 50 fois moins cher, c'est clairement un red flag. Donc il y a eu plein de points d'amélioration. Pour moi, le problème actuel, c'est clairement ça. C'est que maintenant, ils ont passé tous les frais sur le token. Là, autrefois, où ils étaient sur l'argent levé. Et pour moi, les parts pour le public, elles ne devraient pas être de 5%, mais au moins de 50, 60, 70%. C'est mon avis. C'est ce qu'on fait, par exemple, Jupiter, là, qui vont se lancer prochainement sur Solana, qui est le plus gros projet sur Solana. Et ils ont dit 50% pour la team, 50% pour la communauté. Globalement, pour moi, il y a 2 points importants dans les tokenomics. Je pense que c'est plus ou moins les vestings et le cliff. Donc, c'est au bout de combien de temps tu peux avoir accès à tes jetons et de quelle manière. Et ensuite, la distribution entre la communauté et l'équipe. Parce que globalement, on dit advisor, marketing, treasury. Bon, c'est la team. Hein. Et puis après, tu as la communauté. Et donc, je trouve que Jupiter ont une approche vraiment intéressante. Je vous invite à vraiment regarder. Je vous invite pas à acheter le jeton.
Dans tous les cas, on va le recevoir gratuitement. Mais eux, ils ont eu cette approche de zéro bullshit. On sait que genre, le marketing, c'est de la team. Et on sait que les gens qu'on va vous donner, c'est la communauté. Et donc, il y en a de plus en plus qui ont cette approche-là et qui se démarquent. Et je pense qu'ils vont ouvrir la voie à moins de bullshit. Et moi, ça me permet d'être un peu plus optimiste parmi un petit peu ce chaos qu'on peut voir sur Twitter. On va prendre juste une dernière question ici avant de clôturer, parce que je pense que tout le monde a envie d'aller prendre l'apéro là. Bonsoir à tous. J'avais une petite question. Du coup, on sait que les influenceurs peuvent être un très bon levier sur certains projets. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème d'éthique aussi certaines fois, à partir du moment où l'influenceur va être rémunéré? Je pense qu'il n'y a aucun créateur de contenu qui va peut-être oser dire tout ce qu'il pense réellement dans sa due diligence. À partir du moment où on va quand même avoir une rémunération, ce qui est le cas de tous les médias et de tous les créateurs de contenu, de toute façon, on ne pourra pas forcément aller que dans le négatif. Des fois, on va trouver des points de friction, on ne va pas forcément oser les aborder lorsqu'on va créer du contenu, tout simplement pour le fait que ce n'est pas possible de débunker un projet lorsqu'on va écrire un article, qu'on va faire un thread, qu'on va faire un email. Mais est-ce qu'à partir du moment où l'influenceur ou le créateur de contenu va être rémunéré, est-ce qu'il n'est pas un peu biaisé, même lorsqu'il a fait sa due diligence, qui va présenter le projet à sa communauté, il ne va pas pouvoir se permettre d'aborder tous les points de friction. Sinon, aucun projet va venir échanger avec ce créateur de contenu, je pense. Je pense que dans tous les cas, tu développes forcément une préférence. Je pense qu'il peut te permettre d'être rassuré dans cette démarche-là, c'est que l'influenceur soulève un petit peu les faiblesses et les différentes critiques autour du projet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'influenceur parle aussi des solutions concurrentes qui existent. Et par exemple, moi, pour le coup, je travaille avec différents exchanges, dont DYDX actuellement, et ça ne m'a pas empêché de faire une interview de Hyperliquid, qui est un gros concurrent d'eux, ou de parler de Avo, qui est aussi un gros concurrent d'eux, et de d'autres, en fait. Le but, c'est d'être rationnel et de regarder quelles sont les bonnes et les mauvaises solutions, et d'être conscient des biais qu'on peut avoir. Moi, j'essaie de le faire de cette manière-là. Peut-être que les autres veulent répondre sur ça. Oui, tout à fait. Alors, en effet, et nous, très souvent, c'est les influenceurs qui nous disent ça. Ouais, mais est-ce que la marque va être contente si je soulève un peu cette zone d'ombre, etc. Alors, si déjà l'influenceur trouve qu'il y a trop de zone d'ombre, s'il n'aime pas le projet, il n'en fait pas la promo, la première chose. Et au contraire, nous, en tant qu'agence, je préfère quelqu'un, et je trouve quand un influenceur a un discours honnête, et logiquement, s'il fait une sponsor, c'est qu'il aime le projet, c'est qu'il le trouve utile, etc. Mais je préfère quelqu'un qui dise, OK, il parle de son projet, forcément, il sera biaisé, ça, c'est une réalité. Mais je préfère quelqu'un qui dise là, par exemple, cette tokenomie, moi j'aurais peut-être un peu plus fait ça. Là, sur le produit, ça aurait été bien qu'il fasse ça. Et je pense que même quelqu'un qui va voir cette vidéo trouve le discours honnête. Et je préfère quelqu'un qui fait une promotion comme ça plutôt que le mec qui va dire c'est génial, regardez ce projet, achetez-le. Et nous, c'est vraiment c'est pas ce qu'on veut. Et je pense qu'au contraire, mettre un peu d'humain et d'honnêteté avec sa communauté. Encore une fois, ça c'est propre chaque influenceur avec sa communauté, comment il voit les choses. Mais nous, je sais que la plupart des marques, ça les dérange pas. Sauf en effet si c'est une gestion de crise, si demain FTX par exemple paye un influenceur, c'est un peu plus compliqué. Mais l'honnêteté, je pense, est assez importante et les marques sont assez ouvertes par rapport à ça. Je suis assez d'accord, et pour compléter le propos, je pense que notre rôle en tant qu'agence, à partir du moment où l'agence accompagne véritablement un ou plusieurs créateurs, c'est de dire notre rôle en tant qu'agence, c'est de dire notre créateur est chaud pour bosser avec vous. Par contre, il y a des zones d'ombre, il va en parler. Est-ce que vous êtes OK? Vous êtes OK? Très bien, on va faire le contenu, ça va être honnête. Vous n'êtes pas OK, ça dégage. Voilà. Moi, je trouve que c'est une super question parce que tu soulèves vraiment un problème fondamental. Je vais prendre l'exemple d'une boîte, mais c'est pas pour la viser, c'est juste parce que ça illustre vraiment ce que j'ai vu. Un projet qui s'appelle CTA. En gros, il y a des vidéos. Peut-être fallait pas, mais bon, bref, si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui vont. Tous les médias ont plus ou moins été partenaires. Donc il y a des vidéos de tous les influenceurs, de tous les médias, de partout sur ce projet. Et dans toutes les vidéos, moi j'ai un gros problème avec la tokenomics de ce projet, on ne va pas rentrer dedans, ce n'est pas le débat tout de suite, mais du coup on vous dit faites vos devoirs, renseignez-vous, faites votre due diligence, renseignez-vous, mais vous allez trouver 50 vidéos sur YouTube, il n'y en a pas une seule qui va soulever le problème des tokenomics. Et c'est normal, parce que quand tu as été rémunéré pour parler d'un projet, oui, tu peux critiquer quelques trucs, mais tu vas pas appuyer sur les problèmes potentiels
pour l'investisseur. Et ça, c'est quand même une réalité. Et ça, c'est un problème plus général. C'est qu'en fait, il y a très peu d'influenceurs qui vivent de la critique, on va dire comme ça. Donc, et je le comprends, parce qu'il faut manger. Hein. Si tu critiques, on ne va pas te donner d'argent. Donc, du coup, vous suivez 50 chaînes, elles vont toutes vous dire, voilà, il y a ça qui est cool, il y a ça qui est cool, il y a ça qui est cool. Mais vous n'allez pas trouver une vidéo qui dit, ah, ça, c'est pas cool. Donc, quand vous êtes débutant et que vous cherchez à faire vos devoirs, vous n'allez pas avoir les problèmes parce que vous n'êtes pas assez expert pour vous dire ah tiens ça c'est le truc qu'il faut que je... Vous le devenez quand vous êtes expérimenté, que vous êtes vraiment rentré dans le truc, mais il y a ce problème-là et du coup c'est une très bonne question je trouve. Voilà. Alors il y a un petit... tu soulèves un autre problème là Emilien à mon avis. Tu soulèves le problème, je vais pas parler de Citier épinglé, mais d'un projet qui a assez d'argent pour s'acheter une image au final. Il y a un deuxième problème qui en découle aussi, c'est le problème de l'état des due diligence des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir énormément de gens, et c'est malheureux, hein, c'est très malheureux, qui vont aller sur un projet, ils vont voir le site internet, ils vont voir que c'est en React, ils vont voir des petits effets, qui vont se dire ah ouais c'est legit, tu vois. Ou ils vont aller mettre sur YouTube, ils vont voir 17 influenceurs, comme tu l'as dit, hein, qui ont tartiné tel projet, qui vont se dire ok c'est legit. Non, ça va beaucoup plus loin que ça, et aujourd'hui on arrive dans un moment un poil compliqué où les gens recherchent du travail déjà mâché, déjà fait, où on doit leur dire à la fin c'est achète ou achète pas. Cette pensée critique et cette question de se remettre en question en se disant ok mais peut-être que etc. C'est en train de disparaître, et nous on s'en rend compte dans la newsletter qu'on fait tous les jours. C'est que les gens vraiment ils veulent quelque chose qui est déjà mâché, où ils n'ont plus besoin de réfléchir en fait. C'est vrai, mais en même temps, les gens ils se disent, lui c'est un gros média, je peux lui faire confiance. Un peu comme si tu t'intéresses à la chasse, tu vas prendre le plus gros journal de la chasse, tu vas te dire eux ils savent ce qu'ils disent. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont fait cette remarque, notamment pour CM, genre lui c'est un des plus gros, il y a plein de gens qui le suivent, je peux lui faire confiance, tu vois, parce que je suis pas un expert. Et en plus, les gens n'ont pas le temps de faire la due deal, tu vois. Le truc, c'est qu'on leur dit renseignez-vous. Pourquoi ils n'auraient pas le temps? Parce leur que sous, c'est leur mec, investissement, ils peuvent passer du temps à le faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de cas où les gens essayent aussi de déporter la prise de décision pour se dire si j'ai tort, c'est peut-être aussi à cause de cette personne qui le push. En tout cas, ça peut exister. Donc, moi, je pense que le plus important, c'est que les gens fassent leur devoir, non pas parce qu'on leur dit, mais parce qu'ils ont envie de prendre l'investissement à cœur et de le faire sérieusement. Et le truc, c'est que tu peux pas faire de l'investissement sérieusement en passant 1 heure par semaine, et tu peux pas le faire en t'intéressant uniquement au concept et pas au tokenomics et au reste. Le problème, c'est que on parle de choses qui sont assez avancées et sur lesquelles les gens ont souvent la flemme. Donc nous, on essaye de donner pas mal de ressources sur ça. Mais le problème, c'est... je parle de ça et je critique ça parce qu'il y a un grand public, en tout cas une bonne partie du public qui ne fait pas cet effort-là, mais je pense que les gens qui sont ici, les gens qui regardent les vidéos qu'on produit de manière assidue, peu importe la chaîne, hein, que ce soit ici, d'autres médias, d'autres influx, etc., je pense qu'ils vont dans la bonne direction. Mais après, il y a aussi des influenceurs qui n'aident pas dans ce sens-là. Juste un mot de la fin pour tous, une phrase, J'ai cassé pas l'ambiance, un désolé. paragraphe. Non, on ne peut pas rester 1 heure de plus, mais dans tous les cas, tous les gens que vous voyez là seront à l'apéro là-bas. Donc, Léo, si tu veux commencer, et après vous enchaînez tous avec une phrase, peut-être une phrase qui pourrait aider les gens qui sont là aujourd'hui ou qui pourrait leur servir. Ouais. Je suis désolé d'avoir peut-être été trop pessimiste ou trop négatif, mais je pense que parfois il y a des choses qui révoltent et qu'il faut être honnête par rapport à ça. Je pense que n'importe qui ici qui prend l'investissement de manière sérieuse, qui y passe du temps, etc., sera capable de très bien se débrouiller dans l'écosystème avec ou sans influenceurs. Donc voilà, investissez sur vous et n'essayez pas de mettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre. C'est la faute du marché, c'est la faute du market maker qui m'a SL à 1h du mat sur Binance. Non, c'est ta faute. Donc il faut se responsabiliser, mais pour autant, passer du temps et se renseigner. Voilà. Donc un peu d'optimisme, j'essaie. Très belle phrase. Moi, c'est une phrase qui va plus donner de sens à tous les créateurs qui sont dans la salle. J'en vois beaucoup comme ça. Faites toujours attention. La communauté vous a tout donné, mais à mon avis, elle peut aussi tout vous reprendre. Voilà, c'est ma phrase. Pour le mot de la fin, même si j'étais d'accord avec presque tout ce qu'il a dit, petit désaccord avec Picsou,
On est tous full-time ici dans la crypto, on fait que ça, on y est depuis des années, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas et qui nous dépassent. Donc je trouve qu'il faut respecter aussi le fait que le mec qui bosse, qui commence à découvrir la crypto, il n'a pas forcément 4 heures tous les soirs à consacrer. Du coup, on a quand même une responsabilité parce que les gens, ils n'ont pas le temps d'être experts. Oui, peut-être qu'ils ne devraient pas investir, mais tu vois. Une phrase. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, ce que je vais dire tombe un peu à l'eau, du coup, merci. Non, ce que j'allais dire, au contraire, moi je rejoignais du coup Léo pour le coup, CryptoPixou, c'était qu'en effet une vidéo d'un influenceur doit pas être l'acte qui va vous faire passer à une achat d'une crypto-monnaie, mais plutôt qui va vous donner envie d'aller vous renseigner sur un projet. Maintenant, je comprends totalement que les gens n'aient pas le temps, et ça c'est la majorité des choses, mais je pense qu'un bon investisseur, on parle de crypto, mais que ce soit dans les autres secteurs, c'est pas en suivant une newsletter et t'investir que tu vas faire fortune. Alors c'est pas l'objectif de faire fortune, mais si vraiment quelqu'un au bout d'un moment est engagé et veut y passer du temps et veut gagner de l'argent, il y passera du temps quoi qu'il, même s'il est en full time. Je pense que le temps il se trouve et que oui, faut faire attention en effet à ce que les influenceurs disent. Et vraiment voilà, si le projet vous intéresse, un influenceur vous parle d'un projet, n'achetez pas direct sur Uniswap, Buy, mais peut-être aller regarder le white paper et le projet. Il y a une dernière chose que je dirais, votre pire ennemi en réalité c'est le FOMO. Si vous hésitez à rentrer dans un projet en disant oui, mais lui il en a parlé, du coup c'est forcément une bonne opportunité, déjà pas forcément, mais surtout si vous n'entrez pas, si vous ne participez pas, c'est pas grave. Le marché était là hier, il sera là demain. Vous avez le temps. Et si vous n'avez pas le temps, ça veut dire que vous n'êtes pas dans une position qui est assez confortable pour investir raisonnablement. Encore une fois, prenez le temps. Je ne pense pas que Bitcoin va disparaître. Bon, le sujet n'est pas sur Bitcoin, mais encore une fois, le marché sera là plus tard, le marché sera là demain. Prenez le temps de le faire, prenez le temps de le faire proprement. Ok, alors moi le dernier truc, c'est pour résumer tout ce que vous avez dit, éduquez-vous, faites attention, prenez votre temps et surtout tout ce qui a été dit ce soir n'était pas un conseil en investissement. Merci à tous. Et bravo à Carlita quand même qui a très bien géré, qui avait très bien prévu le truc.